Troisième et dernière séquence de la matinée, on va accueillir Éric Chevet de la CPME, Madeleine Gilbert de la CFE-CGC, Virginie Neumayer de la CGT, David Morales de l'UDP, Patricia Drevon de FO, Anne-Juliette Lecourt de la CFDT, Jean-Baptiste Léger du MEDEF, et on va retrouver à distance Jean-Marc Boulanger de la CFTC. Est-ce qu'on peut avoir une connexion avec lui? Jean-Marc Boulanger, bonjour, vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous ne pouviez pas être présent avec nous physiquement, mais en visio, ça fonctionne très bien. On vous voit bien, on vous entend bien, donc on aura l'occasion de vous entendre tout à l'heure. Vous êtes membre du groupe Transition écologique, un groupe relativement récent constitué à la Confédération, à la CFTC. Alors, les partenaires sociaux prennent place où ils veulent. Il n'y a pas d'ordre préétabli. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais vous proposer un premier tour de table autour de notre thématique dialogue social et planification écologique. On peut se poser cette question de quelle place du dialogue social sur les sujets, sur les enjeux de transition écologique. Et cette question-là, finalement, elle peut se décliner à différents niveaux, dans les liens entre les partenaires sociaux, par exemple, et le SGPE, dans les liens interprofessionnels entre vous tous. Au niveau des OPCO, leurs compétences sont renforcées. Au niveau des branches professionnelles, bien sûr, et au sein de l'entreprise. Donc, vous n'irez peut-être pas tous les uns et les autres sur ces différents sujets, mais c'est intéressant d'avoir peut-être déjà dans un premier temps votre constat aux uns et aux autres sur, depuis un an et demi, notamment depuis l'ANI, l'accord national interprofessionnel sur la transition écologique, comment les choses ont-elles avancé? Et on va commencer avec vous, Anne-Juliette Lecourt. Saisissez-vous d'un micro. Quel regard vous portez sur un peu plus d'un an de discussion? L'ANI, c'était une boîte à outils. De quelle manière, selon vous, quelles sont vos remontées sur la manière dont les partenaires sociaux à différents niveaux se sont emparés de cette boîte à outils? Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais peut-être faire une réponse qui rassemblera à la fois l'appropriation de l'ANI, mais aussi celle de la planification. Je pense que tout ça reste imbriqué. La réponse, elle va être évidemment nuancée. Ça avance doucement, trop doucement, bien évidemment. L'ANI, c'était effectivement quel fil à tirer pour engager les chantiers, les hiérarchiser et transformer en profondeur et réinterroger avant tout la stratégie d'une entreprise, d'une branche, d'une filière. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a une difficulté d'appropriation à démarrer cette réinterrogation, à penser la réorientation d'une entreprise ou à la réinterroger aux différents échelons, réinterroger la stratégie économique de développement. Pour illustrer mon propos, on parlait juste à l'instant des pompes à chaleur. Et c'est pour ça que je parle à la fois de planification et de l'ANI. On a des acteurs, par exemple, qui vont s'engager dans la transition énergétique, pour le coup. Je pense au cas de l'entreprise de Saunier Duval, qui aujourd'hui observe une branche pompe à chaleur qui est en difficulté, malgré les perspectives de croissance qui d'ailleurs étaient récemment pointées dans les travaux de l'ADEME, qui regardent plus en arrière les tendances. Et en fait, on se rend bien compte que là, on a une volonté de s'engager, mais on se bute à l'interdépendance des modèles économiques, notamment parce que Saunier Duval était sur un modèle construction neuve qui du coup embarquait un certain nombre, des gros volumes d'achats et qui, dans la planification écologique, était pourtant amené à croître moins, par exemple. Et donc on a bien cette difficulté de cohérence d'ensemble, de réinterroger de manière systémique les modèles économiques des secteurs, des filières. Et donc, aujourd'hui, une difficulté, un ralentissement de la filière pompe à chaleur. On a un manque d'anticipation clair. Je peux reprendre l'exemple de l'automobile. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'initiatives en matière de dialogue social. On a signé un EDEC régional en Grand Est qui déclinait lui-même un contrat stratégique de filière signé récemment sur la nécessité d'embarquer la territorialité des enjeux emploi. Donc d'embarquer, ça veut dire d'embarquer aussi les sous-traitants et pas uniquement
les donneurs d'ordre. Et en fait, on se rend compte que malgré cette dynamique de dialogue social, aujourd'hui, on est quand même confronté à des logiques beaucoup plus court-termistes des constructeurs en la matière, qui soufflent à la fois le froid et le chaud sur l'électrification versus thermique, on en aura encore besoin pour un certain nombre d'années. Et donc, ça ne donne pas un cap clair pour les sous-traitants. Encore un mot, il y a dans la suite de l'ANI, pour l'instant, il y a un accord de branche, un bébé ANI, c'est l'accord dans la branche de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, si on veut être un peu précis, dans cet accord, représente des avancées intéressantes au regard des enjeux de la transition écologique? Là aussi, je vais avoir un constat nuancé, c'est-à-dire que quand, dans la branche pharmaceutique, ils se sont mis autour de la table pour faire un diagnostic, ça a commencé par se dire, eh ben déjà, les entreprises couvertes par la branche vont devoir se mettre en adéquation avec leurs obligations environnementales, à savoir faire leur bilan des émissions de gaz à effet de serre et construire leur plan climat. C'est-à-dire que ça commençait déjà par faire ce qu'on doit faire et puis le brancher au temps de dialogue social. Là où c'est plutôt quand même une ouverture pour l'avenir, c'est que des commissions environnement doivent être mises en place dans toutes les entreprises couvertes par la branche. Et donc, c'est l'ouverture à un dialogue sur les questions à la fois sociales, de développement économique et environnemental qui s'ouvrent, en tout cas pour les équipes, en tout cas les représentants des salariés, et porter ces questions-là. Mais on est vraiment au démarrage, puisque là, pour l'instant, il va falloir, à date, et ce qui est intéressant dans l'accord, c'est d'ailleurs qu'il y a des indicateurs de suivi, des clauses de revoyure, il va falloir aller suivre ce qui se passe déjà dans la mise en adéquation, enfin la mise en conformité, pardon, avec l'obligation du BGS, quoi. Alors, on va retrouver Jean-Marc Boulanger pour la CFTC à distance. Jean-Marc Boulanger, quel est votre regard sur les suites de l'ANI aujourd'hui et de cette boîte à outils? Est-ce que ça a produit des effets? Est-ce que ça a percolé? Est-ce que certains s'en sont saisis dans les remontées que vous pouvez avoir au sein de la Confédération? Alors, très clairement, l'ANI, il y a tout un tas de choses dedans. La CFTC a signé cet accord. Il donne des bonnes bases pour un dialogue social, mais c'est plus basé sur des bonnes volontés. Il n'y a pas d'obligation de négocier aujourd'hui sur le sujet environnement. Nous, on pousse le fait que peut-être il faudrait aller vers une obligation de négocier, comme il en existe d'autres sur l'égalité pro, sur le handicap, pas une obligation d'aboutir, mais une obligation de négocier. Je vais me permettre de faire effectivement quelques constats sur cette planification écologique. Le dialogue social et environnemental s'améliore. Bon. Nous avons vu des initiatives au niveau des branches et des entreprises, mais il progresse mollement. Il reste fortement en retrait par rapport aux autres thématiques de négociation qu'on connaît, rémunération et conditions de travail. Deuxième constat, 3 ans après la loi climat et résilience et les nouvelles prérogatives du CSE, nous, on pense qu'il y a une obligation de négocier la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec la transition écologique et basée surtout sur un diagnostic partagé, parce que c'est essentiel pour avancer. Par ailleurs, la CFTC, mais nous ne sommes pas les seuls, défendons que la commission santé, sécurité et conditions de travail soit abaissée à un seuil de 50 salariés pour que les petites entreprises se saisissent du sujet et puissent parler de la transition écologique. Bien sûr, il faut les accompagner, il faut que les branches saisissent le sujet pour mettre en place des outils. Ensuite, un des autres constats, c'est honnêtement, et on voit en faisant le tour de ce qui existe après l'ANI, on peut compter les différents accords de branche. Vous parlez de la pharmacie, mais c'est la seule qui a saisi le sujet aujourd'hui concrètement au niveau de la branche. Les élus du personnel, les représentants syndicaux, les dirigeants, même s'il y a des initiatives qui existent aujourd'hui avec pas mal de formations sur une planification, un plan, une feuille de route de décarbonation, et les directions RH, elles ne sont pas opérationnelles sur la thématique aujourd'hui. Et on peut faire mieux. Voilà. Merci Jean-Marc Boulanger. Voilà. On reviendra vers vous tout à l'heure. Jean-Baptiste Léger, quel est votre regard à la fois sur le dialogue, peut-être, on n'en a pas encore parlé, avec le secrétaire général à la planification écologique. Alors, via le Conseil national de la transition écologique, il y a une commission spéciale qui a partagé aux partenaires sociaux, beaucoup en 2023, un peu moins en 2024, un certain nombre de constats. Est-ce que ce dialogue-là
il est au bon niveau, il est suffisant. Et plus globalement, vous avez demandé un certain nombre de retours à vos fédérations, à vos territoires, sur la manière dont ce dialogue social progressait ou pas. Quels sont ces retours? Merci Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, sur la SGPE, nous on salue vraiment le travail qui a été fait. Je crois que ça a été aussi largement dit ce matin. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir cette capacité à donner de la visibilité et de la transversalité. Et au-delà du SGPE, d'ailleurs, le travail de France Stratégie, on a recensé plus d'une quinzaine d'études qui aujourd'hui traitent plus ou moins largement, que ce soit de manière sectorielle, intersectorielle, nationale ou régionale, du sujet des emplois et des compétences de la transition écologique. Donc on a l'impression quand même que le sujet est balisé. Là-dessus, c'est bien. Donc au niveau du CNTE, on a eu l'occasion d'en discuter avec un certain nombre de personnes ici présentes. Il y a eu un travail de dialogue, modulo quelques difficultés organisationnelles. C'est vrai que c'est toujours compliqué de dialoguer avec une projection à 2030 quand on reçoit les documents 3, 4, 5 jours avant. On ne peut pas mener les consultations dans le meilleur exercice. Mais bon, ça fait partie aussi du temps politique, il faut l'accepter. Sur l'ANI, je rejoindrai le constat qui a été fait précédemment et aussi dans la table ronde sur le bâtiment. Ça bouge, ça ne se voit pas forcément. On est effectivement sur des temporalités qui sont différentes. Il y a une inertie, il y a une latence. Mais aujourd'hui, si on prend un certain nombre d'indicateurs sur, par exemple, la manière dont les CSE se sont emparés du sujet de la transition écologique, on voit que ça bouge. En 2021, la moitié des CSE n'avaient jamais parlé de transition écologique. C'était plus qu'un tiers en 2022. Je n'ai pas les chiffres pour 2023 et 2024, mais je suis sûr que ça a progressé. Donc l'ANI, qui est une boîte à outils, c'est vrai, j'entends certaines voix qui disent que c'est peut-être pas assez engageant, que ça ne va peut-être pas assez en profondeur, mais ça reflète aussi l'état des connaissances des partenaires sociaux sur la transition écologique. Et surtout, il faut avoir une approche par échelle, me semble-t-il. Il faut voir ce qui se passe au niveau des branches, il faut voir ce qui se passe au niveau des régions. Et Nicolas, pour répondre à votre question, on voit en effet, nous, que ça a bougé. On a demandé aussi à nos MEDEF territoriaux de nous remonter un peu les frictions qu'il pouvait y avoir sur les sujets emploi et compétences de la transition écologique. Je suis ravi de voir que, par exemple, les retours qu'on a reçus du Grand Est sur le BTP sont parfaitement cohérents avec ce qui a été présenté précédemment. C'est-à-dire qu'il y a des pénuries de façadiers itéistes pour faire l'isolation par l'extérieur. Il y a des difficultés à se plugger sur les CFA pour justement faire entrer davantage de personnes dans le système. Donc aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a des secteurs qui sont en tension, il y en a qui voudraient accélérer et qui ne le peuvent pas. Je ne pense pas que le manque ou la latence de ce rythme-là soit à voir comme quelque chose en creux, c'est plutôt quelque chose à voir en plein. On a aujourd'hui deux thématiques qui se collisionnent, qui est une thématique du temps très court et de l'urgence climatique, et je pense que tout le monde est conscient de cela. Il y a une temporalité qui est celle du temps long, un peu des systèmes humains, de nos écosystèmes aussi professionnels. Il faut accepter que parfois ça ne va pas aussi vite qu'on veut, mais l'important c'est d'avoir aussi un rythme qui est cohérent et avec une vraie trajectoire. Et malheureusement, on a pu voir qu'au cours de l'année 2024, on a eu des va-et-vient très forts et une instabilité gouvernementale qui a nui vraiment à la cohérence d'ensemble. Oui, avec des incertitudes budgétaires qui restent à ce stade, en tout cas, entières. Virginie Neumeyer, votre regard au global et puis votre regard peut-être sur un certain nombre d'actions ou d'illustrations, de pratiques qui peuvent être mises en place ici ou là. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, ce que nous pouvons partager tous, c'est le manque d'ambition en matière de planification écologique et industrielle. En France et aussi en Europe, c'est aussi ce que le rapport Draghi nous a enseigné dernièrement. Pour autant, il y a une prise en compte collective et des points qui avancent parce que la réalité nous rattrape. Je pense notamment à la question de l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, on doit faire face à des dérèglements importants, surtout sur le territoire métropolitain, mais aussi dans les pays d'outre-mer. Je pense notamment aux inondations dans le nord, aux sécheresses dans le sud-ouest, aux tempêtes aussi qui détruisent les réseaux. Et dans ce cadre-là, on a pu trouver, alors dans le secteur notamment, on en a beaucoup parlé, du BTP, des droits nouveaux. Je pense notamment au congé canicule. Au congé canicule, donc c'est un fonds mutualisé entre les employeurs, donc travaux publics, bâtiments, qui permet effectivement aux salariés, puisqu'ils se sont mobilisés pour obtenir ce droit, de se préserver face aux vagues récurrentes de chaleur, d'adapter, d'amplifier aussi leur période d'activité, ce qui permet à la fois d'être un facteur, parce qu'on a beaucoup parlé d'attractivité pour ce type d'emploi qui est extrêmement pénible, mais aussi de fidélisation du personnel.
parce que les conditions de travail, alors bien sûr, ce sont les salaires qui est le premier élément sur l'attractivité concernant l'emploi, mais la pénibilité, les conditions de travail permettent de répondre aussi à ces attentes-là. Deuxième aspect aussi sur lequel la CGT travaille, c'est une meilleure utilisation des ressources. Nous avons un exemple chez ST Microélectronique, donc, qui est une entreprise de fabrication de composants électroniques à côté donc, de Grenoble. Dans le cadre de l'extension de l'usine, parce qu'on a besoin aussi de semi-conducteurs pour l'ensemble de nos industries, proposer de réutiliser l'eau usée déjà de ces installations. Nous avons fait valoir aussi ces éléments-là dans le cadre du débat public qui s'est ouvert pour l'extension. Bien sûr, en lien aussi les questions de conditions de travail, par exemple, avec des transports collectifs, et sont des sujets pas forcément nouveaux, mais qui sont indispensables aujourd'hui pour poursuivre l'activité. Ce sont des sujets de production qui ont trait aussi à l'économique. Est-ce que ces sujets-là peuvent être abordés dans le cadre des instances, dans le cadre d'autres instances? Est-ce que vous avez le sentiment que les salariés, à travers leurs représentants, peuvent porter ces sujets? Parce que là, on n'est pas encore sur le volet emploi-compétences, on est plus sur comment on réduit l'empreinte carbone, comment on décarbone. Mais exactement, mais les deux sujets, me semble-t-il, sont liés. Donc, comment mieux produire aujourd'hui avec les contraintes, c'est aussi les plans de charge des installations, et les plans de charge des installations découleront les emplois de demain. Donc, ce sont aussi dans ce cadre-là, dans cette anticipation des moyens de production, sur l'adaptation aussi des moyens productifs, que nous portons nos travaux au niveau, bien sûr, confédéral avec la CGT. Nous avons mené des initiatives autour des états généraux de l'industrie et de l'environnement. On a fait valoir 22 propositions extrêmement larges, complétant effectivement, par exemple, l'éco-conception des produits, mais en englobant aussi la question des moyens pour la recherche et de la formation dans le cadre de cette anticipation de notre économie qui devra être demain plus décarbonée et répondre effectivement aux attentes des concitoyens, mais aussi aux aspirations des salariés qui ont aujourd'hui souhaitent travailler de meilleure façon, dans de meilleures conditions et dans un cadre beaucoup plus en lien avec les générations futures. Oui, ça interroge aussi les gestes métiers. David Morales, on vous a entendu tout à l'heure intervenir pour le secteur du bâtiment. Il se trouve que vous êtes aussi président de la Commission des affaires économiques et du développement durable de l'UDP. Quel constat vous portez sur l'importance du dialogue social? On a pu en avoir un avant-goût avec l'avis remis au Conseil économique, social et environnemental sur les enjeux de transition écologique. Rebonjour, puisque je suis déjà intervenu en tant que questionnaire tout à l'heure. On a tous en tête et on a tous bien pris en compte que la transition écologique, elle était là, que dans les entreprises, il fallait en parler, que dans les entreprises, il fallait échanger, qu'il fallait modifier nos façons de faire. Il y a des métiers, le mien par exemple, puisque dans le bâtiment, on est encore plus dans l'actualité, et il y a de nombreuses années qu'on s'y est mis. Et puis après, il y a d'autres métiers. Au niveau de l'UDP, quand on parle des très petites entreprises, j'ai été content tout à l'heure d'entendre parler de petites entreprises comme des éléments importants. Il y a le bâtiment, il y a l'alimentaire, la boulangerie, les bouchers, les services, la mécanique, les travailleurs indépendants avec des pharmaciens, avec d'autres métiers. Nous, au niveau de l'UDP, on a des difficultés, moins de 10 salariés, même pour la plupart encore moins de 10 salariés. Comment on fait pour faire du dialogue social? Comment on fait pour... C'est au quotidien, c'est pas aussi formalisé que dans les grandes entreprises, mais on a, tout à l'heure, il y a un chiffre qui a été émis, 3 millions de personnes à former. Nous, on a 3,3 millions de TPE. Ça veut dire quoi? On a de la formation à faire dans les TPE en nombre aussi grand que dans les salariés. Donc là, à travers les corporations, les métiers que vous avez cités, ça passe plus cet enjeu de sensibilisation par des guides métiers
des travaux qui associent les représentants à des niveaux régionaux notamment. On a les CPRI, les CPRIA, les CPRPL qui peuvent aller sur ces sujets-là, qui commencent de plus en plus à aller sur ces sujets-là. C'est l'objectif, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on se rapproche, qu'on soit dans la proximité. L'U2P, c'est des entreprises de proximité, et c'est dans cette proximité qu'on peut négocier, qu'on peut échanger, qu'on peut émettre des avis, qu'on peut se projeter, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on a des problématiques d'entreprises qui sont très nombreuses, et puis elles sont proches du territoire, avec des implications différentes, des façons de fonctionner différentes. Donc, il faut qu'on soit avec l'ensemble des partenaires sociaux, nous, les organisations professionnelles, pour pouvoir après relater et envoyer vers nos filières, parce que c'est compliqué. Pour nous, plus ça devient compliqué, plus on a de mal à s'y intégrer. Mais on ne peut pas dire non, c'est pas bon. Mais il y a une autre problématique, c'est on est tellement petit que économiquement, engager des dépenses pour la transition énergétique, il ne faut pas que ça nous mette en danger non plus. Merci. Patricia Drevon, quel regard vous portez sur la montée en puissance des enjeux de transition écologique à différents niveaux, alors notamment les OPCO qui ont des compétences là-dessus et qui commencent à multiplier les actions autour de la transition écologique, les branches et le niveau de l'entreprise. Votre constat sur ce qui a avancé et puis sur les axes d'amélioration possibles. Bonjour à tous. Les OPCO, on leur a donné une nouvelle compétence, notamment avec les observatoires. Après, je pense que la mise en place des OPCO, elle a pris du temps, beaucoup plus de temps, je pense, que beaucoup le pensaient au départ. Ils sont maintenant, on va dire, en vitesse de croisière, donc les observatoires se mettent en place. On a fait des OPCO de filière, la plupart du temps. Donc on pourrait penser que du coup, ces observatoires, ils aient une vraie utilité, notamment pour la transition écologique. Ils seraient là, du coup, pour faire un vrai travail de prospective, de regarder là où on va avoir des besoins, comment va se transformer les filières, comment va se transformer notre industrie. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ils aient vraiment répondu. On voit qu'il y a d'autres outils, du coup, qui se mettent en place, pilotés par France Stratégie, pilotés par la DARES. Est-ce que tout le monde travaille ensemble? Je ne suis pas sûre. Toujours. Et il faut absolument que le travail des observatoires qui sont pilotés par les branches porte ses fruits et soit partagé de manière très collective avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et je pense que le bon niveau, c'est la branche. Tout à l'heure, il y a un niveau plus de proximité que sont les CPRIA, etc. Mon organisation syndicale y est très impliquée et croit aussi à ce niveau de dialogue. Mais quand on parle de mutation de métier, je pense que le vrai niveau, c'est quand même au niveau de la branche qu'il faut qu'on s'en saisisse. Et il faut qu'on fasse de la formation professionnelle et des observatoires des vrais enjeux dans les branches, parce que souvent la formation, c'est le parent pauvre quand même du dialogue social dans les branches. Pour bien connaître ce niveau de négociation et l'avoir pratiqué longtemps, je pense que c'est en plus un constat qui est assez partagé. Il faut qu'on ait des équipes qui soient formées, nous aussi, les organisations syndicales, sur ces thématiques. On a donné une nouvelle prérogative au CSE, mais on n'a pas donné de moyens aux élus pour se former. Plus d'heures non plus, du coup, pour vraiment travailler sur les dossiers. Donc, il faut avancer sur toutes ces thématiques pour arriver demain à vraiment répondre aux enjeux. Oui, d'ailleurs, sur la question de l'articulation entre les observatoires des branches, des OPCO, l'animation par France Compétences du réseau des observatoires, il y a une journée organisée par France Compétences, la journée des OPMQ, le 16 octobre, qui notamment traitera aussi de ces questions-là. Éric Chevet, votre analyse aujourd'hui des différents leviers et des effets qu'ils peuvent produire, en commençant par l'ANI et de la capacité des différentes instances à se saisir de prérogatives nouvelles, notamment les CSE avec les compétences qui leur sont associées, pour les entreprises qui disposent de CSE, bien sûr, ou les OPCO avec la compétence transition écologique qui leur a été ajoutée. Oui, merci de votre invitation. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que les choses bougent. On peut quand même le signaler, c'est important. Et évidemment, on aimerait que ça bouge plus vite. Mais c'est
comme dans le reste de la société, les choses bougent. C'est vrai qu'elles sont, on l'a vu à la table ronde précédente, elles sont soumises, ces choses, aux aléas conjoncturels aussi assez fortement, que ce soit le particulier en fonction de ces différents programmes qui sont développés pour aider à la transition. C'est pareil pour les entreprises confrontées à des chocs énergétiques, etc. Eh bien, ça ralentit ou ça accélère par moment, suivant les cycles de l'entreprise. Donc, la première chose, c'est que petit à petit, ça bouge. 3 exemples pour exprimer ça, et je reviendrai sur votre question. 3 exemples. Le premier, c'est en tant qu'administrateur de l'OPCO des entreprises de proximité, je rejoindrai tout à fait David Morales sur le sujet. Nous avons mis en place non seulement des observatoires ou financé des observatoires pour faire en sorte d'observer les évolutions, mais aussi des lignes spécifiques de crédit pour la transition énergétique, pour financer des transitions énergétiques. C'est très clair, il y a 2 ans, ces lignes-là, on ne les consommait pas. Cette année, on va les consommer. Donc petit à petit, alors on les a un petit peu diminués, mais c'est parce qu'on a eu d'autres problèmes par ailleurs, mais grosso modo, on voit que petit à petit, il y a de l'appétence. Oui. Et donc ça vient. Il y a des consommations qui se font et ces lignes vont être consommées. Si je prends d'autres réseaux maintenant, je pense au réseau des CCI, même chose, il y a 2-3 ans, quand je faisais essayer d'avoir la remontée des différents bilans environnementaux qu'on propose, que les conseillers CCI font sur le territoire, on voyait qu'on avait du mal à les vendre. Autant la transition numérique, ça se vendait très bien, etc., etc. Et il a fallu un temps pour qu'on passe effectivement sur la transition énergétique. Et aujourd'hui, les bilans de transition énergétique se font et se développent. C'est d'ailleurs, je reprends aussi ce qui a été dit pour le MEDEF tout à l'heure, sur le réseau des CPME aussi territoriales, on voit bien que les prestations qui sont proposées sur ces sujets arrivent. Donc, oui, il y a... Avec un vrai enjeu quand même de mise en visibilité, parce qu'il y a de plus en plus effectivement de diagnostics, d'autodiagnostics, l'ADEME, les OPCO, les fédérations et parfois proposent aussi des diagnostics. Beaucoup d'acteurs et on cherche des économies. Des fois, il y a peut-être des choses à faire aussi de ce côté-là. Mais ça, c'était une parenthèse. Deuxième chose, on voit bien aussi qu'on est quand même sur un sujet qui est en extrême proximité. Et je pense que, pour le coup, les partenaires sociaux, qui se sont saisis assez tard, puisque c'était en 2023, en avril 2023, qu'on a conclu l'ANI, enfin on s'en est saisi en 2022, on s'en est saisi relativement à cette problématique de transition énergétique, on s'en est saisi, c'est vrai, assez tard, on a juste une année de recul aujourd'hui, et je pense qu'on a eu raison d'aborder la question sous l'aspect de la boîte à outils pour le chef d'entreprise de proximité, puisque l'objet de l'ANI, c'était effectivement de modifier un certain nombre de proposer un certain nombre d'évolutions dans les branches. OK, ça, c'est long, mais on sait très bien que les discussions de branches sont toujours un peu longues. Mais c'était aussi de pouvoir proposer au chef d'entreprise qui veut s'engager et qui répond d'ailleurs parfois à des demandes de ses salariés qui sont des citoyens comme les autres, évidemment, et qui sont sensibilisés à ces questions, puissent aussi trouver un certain nombre d'outils à l'intérieur même de l'ANI pour pouvoir l'appliquer en dialogue de proximité dans l'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, y compris sous la forme du réseau associatif, puisqu'on sait très bien que l'écologie industrielle territoriale, c'est une réalité aujourd'hui dans les associations de zones, etc. Et donc tout ça, il y a des choses qui se font. Dans l'entreprise, c'est vrai qu'on est encore ici sur les prémices. Petit à petit, dans le dialogue de proximité, c'est inclus parce que les chefs d'entreprise et leurs salariés, bien évidemment, sont des Français comme les autres et se sensibilisent à ces questions. Et petit à petit, on arrive à faire progresser. Il y a des résultats tous les jours. Et d'ailleurs, ça donne des résultats globalement, puisqu'on voit que les objectifs, notamment en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, au niveau national, sont presque surprenants tous les ans, où on s'aperçoit que on arrive à des choses. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites. Peut-être que l'observation, elle, a beaucoup de retard par rapport à tout ça, mais c'est un peu normal, puisqu'il faut le temps de revenir et d'agréger. Merci. Madeleine Gilbert, CFE-CGC, est-ce que vous considérez aujourd'hui que le cadre finalement réglementaire, contractuel à différents niveaux, il est suffisant pour favoriser l'appropriation par les acteurs? Est-ce qu'on est aujourd'hui sur un registre de sensibilisation qui monte en puissance, poussé à différents niveaux, ou est-ce qu'on est déjà dans des registres d'action
dans un nombre suffisant d'instances de niveaux territoriaux. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation et avoir fait une table ronde sur le dialogue social, moi je dirais environnemental, et d'avoir invité les partenaires sociaux qui, quelquefois, sont invités à la table de négociation. Je ne vais pas faire de langue de bois, mais ne sont pas forcément écoutés. Alors, pour nous, CFE-CGC, le dialogue social est un levier clé dans la transition écologique. Et donc, il doit être intégré, bien sûr, dans l'entreprise. Avec la loi climat résilience, on le voit. Il y a de nouvelles attributions dans les CSE. On le voit aussi sur les territoires avec de nouvelles attributions environnementales dans les CREFOP. Et bien sûr, au niveau des branches, on en a parlé, avec les OPCO, notamment un OPCO qui a sorti une étude très intéressante, c'est l'OPCO 2I, Industrie, qui donne des pistes et des clés d'action. Donc par rapport à ça, on va dire que positivement, on souhaite des perspectives d'accélération. Et je voulais juste faire un petit focus sur, puisqu'on est sur les emplois et aussi sur l'ANI. Donc vous avez parlé de la signature de l'ANI. Donc pour être tout à fait précis, je parlerai que pour mon organisation syndicale, je ne parle pas pour les autres. Nous n'avons pas signé cette ANI parce que ce n'est pas une montée conventionnelle. Un ANI, normalement, doit avoir quelque chose de supplétif par rapport à la loi. Je dirais que cette ANI, c'est un rappel à la loi. D'ailleurs, c'est le cadre de la négociation qui avait été donné. Donc, par rapport à ça, on aurait souhaité, par exemple, avoir des commissions environnement obligatoires, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dilué et il y a une portée environnementale des activités de l'entreprise qui n'est pas forcément développée dans les CSE, puisque aujourd'hui, la loi dit bien que dans les consultations récurrentes, il doit y avoir des orientations de l'entreprise, les orientations stratégiques de l'entreprise qui doivent être évaluées par rapport à l'évolution des emplois et compétences, et puis aussi par rapport aux politiques sociales. Donc, alors, je vous en fais référence, puisque nous y avons participé, c'est Réalité du dialogue social qui a fait une enquête auprès des DRH et auprès des responsables syndicaux, en disant que la portée environnementale des activités de l'entreprise, je vous le livre tel que, ont été présentées périodiquement en information de consultation du CSE. Donc 60% pour eux et 22% disent on n'en a jamais entendu parler. Donc regardons toujours le prisme positif. On peut imaginer que dans le futur, ça soit plus prégnant. Et juste le focus sur les emplois et les compétences, la loi dit bien, la GEPP maintenant est mobilisée par rapport à cette transition. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, il doit y avoir tous les 4 ans une négociation sur ce sujet des emplois, des compétences, etc. Et on voit que même dans certains grands groupes, c'est pas fait. Et puis, je dirais que mea culpa, moi je parle aussi pour mon organisation syndicale, on a besoin de monter en compétences, que les gens de terrain, les organisations syndicales s'approprient les choses et aussi en fassent la publicité. On voit d'ailleurs la difficulté de nos militants quand ils veulent monter des commissions environnement dans les CSE et qu'ils sont confrontés quelquefois à des fins de non-recevoir. Je parle toujours vrai, je ne fais pas de la langue de bois. Oui, avec effectivement souvent une vision encore assez défensive de la gestion des emplois et des parcours professionnels et une vraie difficulté à intégrer ces enjeux de transition écologique et à tenir les délais des 4 ans d'ailleurs. Tout à fait. Et puis moi je voulais quand même saluer le SGPE avec sa commission spéciale dont je fais partie, Jean-Baptiste tu en fais partie, où on a vu militer il y a à peu près 1 an parce que c'était un angle mort où on a souhaité avoir vraiment un sujet sur les emplois et les compétences. Je me souviens très bien avoir fait cette préconisation, on va dire, en disant c'est capital, c'est-à-dire que la transition, elle est liée, je schématise, au business model. Business model, c'est-à-dire que, effectivement, il y a des emplois qui vont émerger, disparaître, et c'est complètement lié à l'activité de l'entreprise et aux consultations qui sont en référence par rapport à ça. Donc, il faut vraiment mettre ce sujet des emplois et des compétences au cœur du système. Et je reviens à la première table ronde où on parlait de grammaire. Effectivement,
Même pour nous, on emploie les termes de, par exemple, emploi vert, emploi verdissant. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas des synonymes dans le discours du commissariat général au développement durable. Voilà, c'est juste un petit focus et on a besoin de chiffres clés qui soient en cohérence et qui soient dans une perspective identique. Oui, avec le souhait d'ailleurs de dépasser ce vocabulaire-là, et cet après-midi d'ailleurs seront évoquées aussi les perspectives de taguer un certain nombre d'emplois et de les flécher pour les mettre plus en visibilité. Jean-Baptiste Léger, quelles sont les attentes aujourd'hui des branches, des entreprises pour être efficaces sur les enjeux de transition écologique, pour accélérer? Est-ce que le cadre réglementaire aujourd'hui finalement est suffisant, mais c'est plus une mise en action qui est plus compliquée parce que l'accompagnement n'est pas forcément présent? Oh oui, le cadre réglementaire est plus que suffisant. On a mentionné tout à l'heure effectivement J'aurais été surpris si vous aviez fait une réponse Non, différente. mais c'est une réalité, c'est pas une caricature du MEDEF, trop de réglementation. Regardez, on parle de la CSRD. La CSRD, les CSE seront consultés, ça fera l'objet d'une présentation sur la partie environnementale et sur les rapports de durabilité. Donc aujourd'hui, les entreprises sont à la manœuvre pour faire leur premier exercice de reporting pour les entreprises cotées, et c'est une charge considérable. Considérable. C'est un facteur 10 entre faire une DPEF et faire un rapport CSRD. Facteur 10 en termes de coûts pour les entreprises, tout compris. ETP pour la production, audit. Donc ça aujourd'hui, il faut se rendre compte que parfois on regrette que ça n'aille pas assez vite, mais c'est aussi parce qu'on a de plus en plus un coût de reporting, un coût de transaction, de mise en œuvre qui est important. Donc, on le rappelle, la CSRD, c'est plus de 300 salariés? C'est le seuil? Aujourd'hui, mais ça traite aussi, dans 2 ans, ça va être aussi élargi à une base de plus petites entreprises. Et dans toutes les chaînes de valeur, les donneurs d'ordre sont aussi soumis à des exigences de reporting sur le scope 3, sur les émissions de gaz à effet de serre, oui, par exemple. parce que forcément, ça concerne après derrière tous les sous-traitants et toute la chaîne de valeur. Dès lors qu'on a dit que le cadre était, selon vous, suffisant, comment on fait en sorte que l'accompagnement des entreprises, des branches, leur permette de se saisir davantage des enjeux? Exactement, le cadre est suffisant, mais parfois il manque peut-être de cohérence. J'entendais aussi, ça a été dit, c'est un point important, c'est que cette transition écologique, elle doit être vraiment dans les territoires, elle doit faire l'objet d'un dialogue de toutes les parties prenantes. Et je trouve bien qu'aujourd'hui on discute en tant que représentant des partenaires sociaux au niveau national, mais certains d'entre nous ont des mandats aussi régionaux, et c'est important de vraiment penser aussi cette transition à l'échelle des territoires, parce qu'on voit que les travaux de France Stratégie l'ont bien montré, que ces écosystèmes régionaux sont extrêmement importants. Donc au niveau de nos MEDEF, on voit qu'il y a bien sûr la nécessité d'avoir un cadre réglementaire national européen qui soit cohérent, qui soit visible, mis en œuvre. Le pire risque, c'est pas la lenteur, c'est l'attentisme. Et l'attentisme, il est lié à l'incertitude, à un manque parfois de visibilité. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Aujourd'hui, on voit, et ça a été mentionné, qu'au niveau des CREFOP, ça bouge. Les formations aussi incorporent petit à petit des éléments liés à la transition écologique. Et donc, voilà, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Je serais ravi d'être invité l'an prochain pour faire un nouveau bilan. Mais voyons aujourd'hui que les entreprises sont en mouvement. Essayons de faire en sorte d'aller tous dans le même sens et de voir les dynamiques positives qui sont à l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a besoin de cet esprit positif pour continuer à faire avancer la transition et ne pas se laisser tirer en arrière par tous les enjeux que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Oui, merci. Effectivement, 500 salariés sur le seuil et ça va petit à petit descendre. Merci pour la précision. Anne-Juliette Lecourt, on a évoqué un peu la proximité, on n'a pas tellement évoqué la manière dont les partenaires sociaux, dans la territorialisation des démarches de planification, les COP régionales, pouvaient s'impliquer ou pas. On sait que le constat, c'est quand même une grande hétérogénéité. Quelle est votre vision, à vous, représentante de la CFDT, sur la façon dont vos militants, vos représentants peuvent s'impliquer, être impliqués dans ces démarches-là? Alors, juste pour rebondir sur, je me permets, à ce qui vient d'être dit, en fait, certes, on a besoin de plus de moyens, de formation, d'heures de délégation, etc., parce que c'est un sujet quand même qu'il faut s'approprier et sur lequel on a besoin de monter en compétences, nous, partenaires sociaux, et à tous les niveaux de l'entreprise aussi d'ailleurs. Mais il y a quand même la question finalement qui est au-delà des moyens, c'est où est-ce qu'on dialogue en fait. J'en viens quand même à la réponse du dialogue sur le dialogue social territorial. Il faut
il faut du dialogue social pour à la fois embarquer les enjeux emploi jusqu'aux enjeux d'attractivité, jusqu'aux enjeux de fidélisation, qui n'est pas la même chose que l'attractivité, parce qu'il faut pouvoir former des gens qui resteront dans le métier dont on a besoin pour mettre en œuvre la transition écologique. Et en réalité, qu'on parle des OPCO qui, normalement, reçoivent un cahier des charges qui doit être construit paritairement dans une branche, ou que l'on parle des initiatives de dialogue social territorial, donc pour en arriver à ce sujet, on manque d'espace de co-construction quand même aujourd'hui. Les instances existent, les leviers, les branchements peuvent exister, mais on manque de dialogue social sur toutes ces questions qui sont en capacité d'embarquer tous les enjeux de la transition écologique. Et sur le levier territorial, on est allé à hauteur du bassin de vie. Il est pertinent, cela qui peut embarquer les sujets aussi interbranches, et donc faire du plus et du moins à l'échelle d'un projet de territoire qui se réinterrogerait en termes de diversification, de réorientation ou autre, et d'opportunités d'emploi pour le coup. Les COP, pour nous, étaient cet espace, enfin sont toujours d'ailleurs cet espace-là. C'est une opportunité de pouvoir poser un diagnostic, de le discuter, de l'ajuster de manière collective et d'embarquer les sujets emploi, compétences, travail. Et pour finir là-dessus, ces plans d'action, pour nous, soit on trouve la bonne méthode au sein des COP pour animer ce dialogue social qui doit embarquer à la fois les acteurs de l'emploi, de la formation, les acteurs économiques, y compris les représentants des travailleurs. J'ai bien noté d'ailleurs la date du 11 décembre en PACA pour la présentation du plan d'action. Mais aussi mobiliser les instances existantes. On a parlé des CREFOP en région. On a aussi identifié les comités stratégiques de filière en région Nouvelle-Aquitaine qui peuvent être aussi l'espace où on peut poser cette question des plans d'action des COP. Il va falloir animer ce dialogue. Et donc, on est encore en recherche de la méthode. Petite question, c'est embarrassant que les régions se soient organisées de manière assez différente, justement, avec, dans certaines régions, des comités de filière, dans d'autres, ils collent plus au périmètre des OPCO, avec des configurations, finalement, assez différentes. Oui, les retours qu'on a, nous, la CFDT a la volonté de s'investir dans les COP et de porter cette planification jusqu'à l'échelon territorial. Quand j'ai démarré tout à l'heure pour pointer les incohérences ou les points de tension entre les stratégies de court terme et puis cette planification portée par le SGPE, on voit bien qu'on a besoin d'une planification beaucoup plus forte dans l'impulsion et les orientations, ou en tout cas pour imposer la nécessité de se réinterroger sur les stratégies, la trajectoire qu'on emprunte ou pas. C'est vrai sur le territoire, et là, on retrouve la même limite, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain nombre de principes actés, harmonisés dans toutes les COP, notamment de pouvoir construire un espace où on embarque les sujets opérationnalisation du plan d'action, ça veut dire embarquer les représentants des travailleurs. Aujourd'hui, il y a une hétérogénéité en la matière dans les COP. On a du mal dans certains territoires parce qu'il y a une culture du dialogue social. Je pense par exemple au Pays de Loire, où on a aussi une conférence sociale qui est même envisagée sur le sujet de la transition écologique. Bon, on ne va pas retrouver cette inclusion des représentants des travailleurs dans toutes les COP. Et donc là, on a une vraie marge de progrès pour l'année 2 et on compte bien être présent sur cette année 2 dans les COP. Merci. Madeleine Gilbert, vous vouliez intervenir ? Juste un petit focus. Donc, effectivement, les territoires, on descend au plus près du terrain pour avoir des politiques de décarbonation, en clair. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des politiques publiques qui doivent être inscrites et qui doivent être démultipliées, qui étaient à l'arrêt depuis 1 an, notamment la stratégie, la loi climat et énergie, via la stratégie nationale bas carbone, via la PPE, planification pluriannuelle de l'énergie, et la stratégie nationale biodiversité. Tout ça aura un impact sur les COP, sur ce qui doit se faire au plus près du terrain. Donc, c'est aussi l'élément essentiel qui va donner les orientations futures. Donc, c'était à l'arrêt depuis 1 an. On a eu la malchance d'avoir un ministère de l'énergie. Enfin, je dirais pas comme ça. Je dirais que le ministère de l'écologie qui avait l'énergie dans son sein est parti ailleurs et est revenu au même endroit. Donc, on peut espérer que
les groupes de travail vont reprendre, et qui étaient vraiment essentiels pour mener à bien ces politiques et les faire voter au Parlement, pour avoir une vision claire, justement pour arriver à 2030 à la décarbonation. Et moi, je voulais juste saluer le ministère de l'écologie qui était dirigé par Agnès Pannier-Runacher il y a un an, voilà, qui avait permis justement d'avoir une reconnaissance des partenaires sociaux dans les différentes concertations et les groupes de travail, et qui avait inscrit dans sa documentation, des préconisations, qu'il fallait mobiliser les CSE sur les planifications énergétiques des entreprises et consulter les partenaires sociaux. Et c'était une des premières fois où c'était inscrit en dur dans une plaquette, dans une documentation. Et donc ça, je voulais le saluer. Et quelquefois, c'est un peu timide. Et là, c'était une avancée quand même. Merci. Patricia Drevon, pour aller plus loin, pour accélérer, pour actionner d'autres leviers, il y a aussi la formation des élus. De quelle manière, au sein de la Confédération, les thématiques de la transition écologique sont-ils incorporées aux formations classiques? Est-ce que vous avez aussi construit des parcours de formation dédiés aux enjeux de la transition écologique et aux nouvelles compétences des instances? Oui, on s'est saisi de ce sujet il y a déjà un bon petit moment, parce que depuis 2018, on a mis en place un groupe de travail climat où on a associé l'ensemble des fédérations, donc agriculture, agroalimentaire, métallurgie, chimie, et les autres fédérations des services, dans lequel ils travaillent justement sur les évolutions qu'ils constatent dans les secteurs d'activité qu'ils pilotent au niveau syndical. On a édité un guide et on a mis en place une formation dédiée à la transition écologique qui sont à destination de nos élus CSE. Donc on a une réelle volonté d'accompagner nos élus sur leurs nouvelles missions, même si, j'ai dit tout à l'heure, on trouve que ça manque de moyens. J'aimerais revenir sur un point tout à l'heure. La branche nous paraît toujours le meilleur endroit pour discuter, notamment sur les observatoires. Là aussi, ça m'aurait étonné que vous teniez un autre discours. Ouais, voilà. Mais la loi elle a permis aujourd'hui qu'il y ait des observatoires interbranches. Et quand on parle notamment de la filière automobile ou d'autres filières qui sont en mutation, on peut penser quand même que ce serait une véritable opportunité pour pouvoir se projeter. Pour avoir siégé longtemps dans les OPCO, ça n'a pas eu beaucoup de prise, alors, parce qu'il y a des enjeux financiers derrière et qu'on ne veut pas forcément mélanger ces moyens entre branches, que les OPCO aussi n'ont pas forcément toujours des moyens extensifs de fonctionnement à cause de la dernière réforme. Je pense que si on incitait un petit peu plus les branches à travailler ensemble au niveau des observatoires sur la transition, on arriverait à des choses intéressantes et peut-être qu'on n'aurait pas à subir ce qu'on est en train de subir en ce moment sur l'automobile. Oui. Donc, ça plaide plutôt pour qu'il y ait une partie du budget, certains OPCO le font d'ailleurs, qui soit fléchée sur l'interbranche, automatiquement fléchée sur l'interbranche, pour favoriser des réflexions aussi transverses sur le sujet et en lien avec les passerelles métiers compétences qu'on a évoquées d'ailleurs tout à l'heure. Alors, sur les notions de filière, je pense que oui, effectivement, il y aurait des choses à construire. Virginie Neumeyer, quel levier, selon vous, à actionner, y compris en interne, au sein des organisations syndicales, pour faire de ces enjeux de transition écologique des enjeux beaucoup plus prégnants? Parce que, à vrai dire, c'est quand même pas encore le sujet numéro 1, loin de là, dans les confédérations. C'est pas le sujet numéro 1, mais c'est le sujet de préoccupation qui doit nous être transverse. Et au quotidien, on regarde des sujets qui sont devant nous. Moi, je voulais revenir sur un point, c'est qu'il existe des droits, mais ces droits d'intervention concernant les salariés et leurs représentants, il faut les renforcer. Aujourd'hui, sur les orientations stratégiques décidées dans les entreprises, les représentants que nous sommes consultés, mais y compris quand nous n'inscrivons pas un certain nombre de projets. Pour notre exemple, NEOM, qui est un barrage qui vise en fait à créer en fait de toutes pièces une ville futuriste en Arabie Saoudite. Les salariés, dans leur sensibilité sociale et environnementale, ont été heurtés. Ils se sont opposés au projet.
Pour l'instant, on va dire, on mène effectivement avec eux le rapport de force pour que ce projet ne voit pas le jour. D'autres, par contre, dans le cadre de coopération internationale, seraient plus à même de répondre aux besoins des populations. Donc, c'est de ces sujets-là dont nous voulons débattre. D'autre part, sur les aspects sectoriels, sur l'ensemble de la matinée et des échanges que nous avons aujourd'hui, il me semble qu'on n'a pas abordé la question des transports, qui est le premier secteur émetteur de CO2 aujourd'hui et sur lequel nous pouvons agir. Et c'était aussi indiqué dans le cadre de la proposition de SFEC, effectivement, qui a été remis donc l'année dernière et qui devait effectivement découler une PPE, une SNBC et un plan d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, sur les secteurs de transport, ça a un lien fort à la fois avec les territoires. Donc, c'est comment on travaille à plus de transports collectifs, plus aussi de fret pour permettre de transporter des marchandises dans un contexte qui est grandement chamboulé avec l'opérateur public Fret SNCF qui a été démantelé sur les désirés data de la Commission européenne. Donc, il faut aussi se préoccuper de ces sujets-là et de liens aussi avec la Commission européenne, parce que découleront aussi les normes et les obligations de notre territoire. Donc, est-ce que ça veut dire, Virginie Lemeyer, que ce qui a été fait, par exemple, dans l'industrie, avec des instances de concertation depuis plusieurs années, devrait peut-être être étendu? Ce serait un lieu de négociation par grand secteur pour voilà, porter ces sujets-là économiques et ensuite avec la déclinaison en plan compétences. Nous pensons effectivement que chaque secteur doit contribuer à la lutte contre l'atténuation du changement climatique. Et pour cela, effectivement, trouver des lieux d'échange, il y en a qui existent, mais mieux travailler sur la prise en compte de ce que les salariés et les représentants proposent aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas. Nous sommes souvent écoutés, mais pas entendus sur ces questions-là. Et il nous semble qu'aujourd'hui, la situation est suffisamment alarmante pour qu'on puisse changer de braquet. Ça englobe aussi la conditionnalité des aides publiques. J'entends beaucoup aussi de choses qui appellent, qui devraient appeler à plus de subventions dans certains domaines, sauf que nous pensons que les conditions sociales et environnementales doivent être efficaces pour s'attribuer ces aides publiques. Et ce n'est pas toujours le cas. Quand je dis ce n'est pas toujours le cas, c'est souvent pas le cas. Donc, ce sont des droits là dont on veut aujourd'hui s'emparer pour changer de braquet en la matière. Merci. On retrouve à distance Jean-Marc Boulanger pour la CFTC. Jean-Marc Boulanger, voilà, vous avez suivi les échanges, peut-être quelques éléments de rebond par rapport à ce qui a été dit, et puis une question sur les actions qui, pour vous, sur lesquelles pourraient prendre appui les partenaires sociaux, tant dans les entreprises qu'au niveau de la branche, et vous êtes notamment aussi représentant de la branche des bureaux d'études, hein, qui regroupe le numérique, les cabinets de conseil, l'événementiel, etc. Oui, tout à fait. Merci, Nicolas. D'abord, je vous entends très bien à distance, donc techniquement, bravo, ça fonctionne très bien. Moi, ce que je voulais effectivement évoquer avec vous, je crois que c'est une collègue de la CFDT, mais qui a évoqué le bon niveau pour pouvoir négocier, parler, faire avancer les choses, ce sont la branche. Nous, on en y est persuadés, et notamment dans les bureaux d'études. Je suis rattaché aussi à l'OPCO Atlas. L'impulsion doit se faire au niveau des branches. Voilà. C'est essentiel. Après, pour revenir sur l'ANI, j'en profite, hein, il y a les organisations salariales et patronales. L'ANI 2023, au niveau national, on a demandé plusieurs fois à ce qu'il y ait une négociation pour des indicateurs de suivi. Je relance l'invitation. C'est un sujet qui est important parce que concrètement, pour mesurer le nombre d'accords et ce que donnent les résultats de l'accord ANI. Ensuite, l'autre point sur le développement des compétences. Ça constitue un enjeu stratégique majeur. Et aujourd'hui, il y a effectivement les CREFOP, qui sont des acteurs centraux, mais il manque de moyens. Et nous, la CFTC milite pour qu'il y ait un pilotage, un retour au pilotage au niveau national. Ensuite,
je pense qu'effectivement, nous pensons à la CFTC qu'il faut qu'il y ait des moyens accordés à la négociation soient plus sérieux. C'est-à-dire que la CFTC demande à ce que les élus soient davantage perçus comme des apporteurs de solutions pour un dialogue social constructif. On a vu trop souvent les directions présenter des solutions déjà actées et les élus sont intégrés dans la boucle tardivement. De toute façon, on ne pourra pas se sortir et réussir une transition juste sans impliquer en amont les élus sur le sujet. Et après, le dernier point que je voudrais évoquer, je pense que sur le sujet de la transition écologique, alors j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est la personne du côté MEDEF qui disait que ça a avancé, mais il faut dynamiser ce dialogue social. Parce que les changements sur l'environnement, le climat, la biodiversité, l'eau et les déchets, ils avancent très vite. Les impacts, on les voit très vite. Donc, il faut qu'on reste relativement modeste dans ces sujets-là et il faudrait qu'on ait une méthode plus agile dans la matière de dialogue social pour faire avancer les choses. Et je ne vois pas comment on ne peut pas aller vers certaines obligations, tant en termes de formation, de négociation, pour dynamiser et pour pouvoir répondre aux différents enjeux que la COB Paris nous impose, que les différentes normes qui arrivent vont imposer. Donc, il faut vraiment qu'on soit plus proactif et on implique les élus dans un dialogue social agile dès le départ des transformations. Une question complémentaire, Jean-Marc Boulanger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par le dialogue social, mais on voit en même temps dans les entreprises qu'il y a beaucoup d'avancées qui se font à côté, avec la recherche de labels, des démarches RSE qui touchent aux enjeux de transition écologique, des bilans carbone, etc. etc. Est-ce que c'est un problème que, parallèlement aux instances, il puisse y avoir un certain nombre d'actions dès lors peut-être que les représentants du personnel ont une place dans ces groupes de travail ou dans ces démarches? Non, mais toutes les initiatives qui existent aujourd'hui pour favoriser l'appropriation des connaissances, la réalisation de feuilles de décarbonation dans les entreprises. Alors, peut-être que certains connaissent sûrement les initiatives sur la Convention des entreprises pour le climat, le CEC, il y en a d'autres, voilà, qui forment aujourd'hui des chefs d'entreprise à une feuille de décarbonation, à des économies circulaires. C'est très bien, mais il faut quand même une obligation. Je vais prendre un exemple et après j'arrêterai sur ça. L'obligation, on a parlé tout à l'heure de l'obligation de CSRD, mais c'est une obligation légale, c'est une obligation réglementaire qui est imposée à toutes les entreprises. Quand il y a eu le plan de sobriété qui a été mis en place, toutes les entreprises ont été dans l'obligation. Donc nous, on pense qu'il faut aller vers une obligation d'ouvrir une négociation sur le sujet environnement au sens large pour inciter, pas à aboutir, mais à ce que tous les acteurs, petites entreprises, grandes entreprises, puissent négocier et discuter du sujet avec toutes les bonnes volontés. Voilà, ça c'est essentiel. Merci Jean-Marc Boulanger. Éric Chevet, pour mieux informer notamment les TPE, PME, pour mieux les outiller, les accompagner, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait davantage jouer demain? Alors bon, c'est peut-être qu'il y en a déjà beaucoup, et il y a beaucoup de complexité dans tout ce qu'on vient de dire quand même aujourd'hui, et c'est une inquiétude ça pour nous, ces PME, parce que nous voyons bien que c'est compliqué sur le terrain, tout ça est très très compliqué. On a parlé des tas d'outils qui sont très très éloignés en fait des préoccupations quotidiennes des chefs d'entreprise et de leurs salariés. Il faut quand même aussi avoir ça à l'esprit, toutes nos structures. La normalisation qu'on a évoquée, cette normalisation-là, heureusement, la CSRD, pour le moment, ça n'est que les entreprises de 500 salariés, mais évidemment, par effet de capillarité, ça vient sur tous les sous-traitants et dans toutes les TPE, PME. Je rappelle que mettre en place la CSRD, c'est plus de 1000 indicateurs à renseigner dans l'entreprise. Donc, il faut juste imaginer la complexité à laquelle les chefs d'entreprise, petit à petit, sont exposés. Attention, et là, je tire une sonnette d'alarme là-dessus, de ne pas écœurer les gens, hein. On est quand même, en matière de normalisation, on est quand même arrivé à un niveau où on n'y comprend plus grand-chose et il faut absolument revenir à des choses beaucoup plus simples. Alors, évidemment, le monde est complexe, donc il faut tenir compte de notre complexité que nous avons construite. Mais quand même, il faut faire très attention. Donc, on a obligation de décrypter tout ça. C'est un peu le rôle aussi des organisations professionnelles. Et évidemment, les réflexions dans la branche, les travaux dans la branche, notamment sur l'aspect purement métier, c'est évidemment le cœur même pour décrypter un certain nombre de choses. Mais tout ça se passe sur des territoires.
Donc il faudra absolument faire que les deux marchent ensemble. C'est-à-dire que les réflexions qu'on peut avoir sur les déclinaisons de les GPEC sur les métiers en global dans la branche puissent être correctement déclinées sur le territoire, parce que sinon ça ne marche pas. Et sur le territoire, il faut se méfier aussi de ne pas multiplier les structures où on ne sait plus à qui s'adresser, comment s'adresser, et pourquoi c'est un tel qui intervient et pas d'autre. Pour prendre par exemple, les COP, c'est très très bien. Il se trouve que moi je viens du Centre Val-de-Loire, et en Centre Val-de-Loire, la COP, ça fait 10 ans qu'elle existe, je crois, à peu près. Parce qu'en fait, la conseil régional, il avait monté une COP depuis, enfin peut-être pas 10 ans, mais depuis 6 ans. Donc les COP nationales sont venues se greffer sur des outils qui existaient déjà en région, parce que nous, ça s'appelait COP en Centre Val-de-Loire, mais ça s'appelait différemment ailleurs, avec une complexité, encore une fois, renforcée, et une lecture pour tous les acteurs, que ce soit les chefs d'entreprise d'ailleurs ou les salariés, qui est extrêmement compliqué. Donc, franchement, je ne suis pas convaincu, moi, contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure, que l'agilité, ça soit de la normalisation supplémentaire. Là, franchement, là, pour le moment, on a notre dose sur le sujet. Faisons une pause, utilisons les outils que nous avons mis en place, y compris l'ANI pour ce qui est des partenaires sociaux. Travaillons sur la base de ce que nous avons construit jusqu'ici, de la normalisation qui existe aujourd'hui. Peut-être même, d'ailleurs, dans certains cas, il faudrait faire en sorte de la diminuer parce que ça va être très, très compliqué, encore une fois, et notamment quand on se situe dans un environnement mondial. Et faisons en sorte que ce que nous avons déjà mis sur la table arrive à fonctionner. Et après, peut-être qu'on pourra lancer une nouvelle étape. Mais franchement, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Surtout, alors, quand l'environnement économique est bon, c'est déjà plus facile. Mais aujourd'hui, ça se complique. Donc, il faut rajouter ça en plus, aujourd'hui, à l'équation. Alors, avant de donner la parole au public, David Morales, pour prolonger les propos d'Éric Chevet, dès lors qu'on dit qu'il y a des spécificités des TPE, alors qui, normalement, dans les accords de branche, peuvent faire l'objet d'une mention particulière, bon, on retrouve souvent les 3 mêmes lignes qui disent il n'y a pas lieu d'avoir des spécificités particulières pour les TPE. Sur quoi on peut s'appuyer? Sur quels outils? Sur quelles démarches d'accompagnement pour accompagner les petites entreprises dans l'appropriation des enjeux de transition écologique? Déjà, la première chose, il faut qu'on continue à être représentatif et à participer au dialogue social. Ça, c'est plus qu'important. Dans les TPE, dans les très petites entreprises, le dialogue social, il se fait un peu sans le savoir. C'est un peu comme la RSE aussi. Dans les grosses entreprises, on parle beaucoup de RSE, mais bon, dans les petites... mais si on s'arrête et si on fait une analyse, on s'aperçoit qu'on fait de la RSE, on s'aperçoit qu'on fait du dialogue social. Donc, il faut qu'on continue à participer, il faut que ce dialogue social soit renforcé, il faut qu'on continue à participer aux échanges, aux discussions. Dans les branches, on a parlé des CPRI, on a parlé des OPCO, et puisque c'est le sujet du jour, il faut qu'on continue à discuter des grandes lignes de la transition écologique. Mais attention aux obligations. Je rejoins... Plus il y a d'obligations, plus ça devient compliqué. Plus c'est compliqué, plus on s'y perd. Mais ce qu'il faut faire, c'est accompagner. Vous l'avez dit. Il faut qu'on accompagne, il faut qu'on accompagne nos très petites entreprises. Il faut qu'on les accompagne parce qu'il y a de nouvelles mesures. Les artisans, les commerçants doivent connaître ces mesures. Nos salariés doivent connaître ces mesures. Ce n'est pas toujours évident. Il faut que ça passe. Il faut qu'on puisse aussi faire, et ça peut se faire, des audits énergétiques pour savoir où c'est qu'on en est dans notre petite entreprise, très petite entreprise. Dans certaines, c'est facile. Dans d'autres, on n'imagine pas ce qu'on peut faire. Chez un coiffeur, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Si, on peut faire des choses aussi. On peut aussi mutualiser, parce que comme on est petit, peut-être qu'en les faisant ensemble, on va être plus performant. Simplifier, je l'ai déjà dit. Il faut qu'on traduise les grandes lignes de la transition écologique en mesures concrètes aussi. Chez nous, alors c'est compliqué, on est très nombreux, mais il faut y arriver. Et puis après, vous en avez tous parlé, vous avez parlé de formation, de sensibilisation, d'anticipation au changement. Il faut qu'on soit conscient aussi, nous, dans les TPE, parce qu'on n'a peut-être pas toujours conscience qu'il y a des choses qui changent et qu'il faut qu'on anticipe. On
on n'est pas les meilleurs dans l'anticipation dans les très petites entreprises. Des fois, oui, mais des fois, non. C'est pas partout pareil. En règle générale, on n'est pas tous au même niveau. Donc, il faut qu'on puisse faire des choses. Mais regardez, par exemple, dans le bâtiment, quand on me dit que la pompe à chaleur ou l'isolation, ça ne faisait pas partie des référentiels. Moi, j'ai participé à des travaux sur les référentiels il y a 6-7 ans déjà, qui prenaient en compte la rénovation énergétique. Et c'est déjà écrit. Le problème, c'est que, j'en parlais ce matin avec un de mes collègues du 3CA BTP, c'est qu'on écrit des choses, on les met dans les référentiels, et 3 ans après, on les retrouve dans les travaux à effectuer qui ont été écrits en amont. Donc il faut qu'on mette des coups d'accélérateur où on peut en mettre, et il faut qu'on prenne le temps de faire les choses quand il faut prendre le temps de faire les choses. Ah oui, sur l'appareil de formation. Merci pour cette analyse. Est-ce que dans la salle, vous souhaitez contribuer, questionner? Il y a une main qui se lève au milieu. Si on peut vous apporter un micro, madame. Si vous pouvez relever la main pour qu'on vous tende le micro. Voilà. Bonjour. Bonjour, Mario Dilweis. Alors, moi, j'écoute depuis ce matin et tout ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, la transition écologique, ça pourrait être quelque chose de positif pour les salariés, avec des possibilités de nouvelles embauches, etc., etc. Moi, dans la pratique, je me pose la question des coûts. Parce que, effectivement, ce qu'on voit, c'est que s'il y a des besoins de formation, il faut que forcément les entreprises payent ces formations pour faire évoluer les gens. Et souvent, les moyens ne sont pas là. Madame la ministre disait qu'il fallait relever 3 défis, démographiques, numériques et écologiques. Et effectivement, les besoins de formation sont beaucoup sur le numérique et sur l'écologique. Et au bout d'un moment, les budgets explosent un peu. Vous parliez de la CSRD. Oui, la CSRD, ça demande à avoir un corporate manager dans les entreprises, des connaissances, des formations. Et pareil, aujourd'hui, les entreprises, ils ne mettent pas les moyens et souvent, ce sont les salariés qui payent parce qu'ils sont obligés de prendre ces charges en plus de leur activité personnelle parce qu'il n'y a pas de personne qui va être embauchée pour répondre à ce besoin-là. Donc moi, je me pose vraiment les questions des coûts et des moyens et comment les entreprises et les salariés peuvent être aidés. Alors, la question, elle n'est pas pour vous, elle est très certainement pour les pouvoirs publics. Comment est-ce qu'ils peuvent être aidés pour que toutes ces nouvelles obligations qui arrivent sur le tapis, on puisse y répondre? Oui. Voilà. Après Anne-Juliette Lecourt, je vous voyais lever la main peut-être pour réagir, mais on peut aussi imaginer peut-être que dans le cadre du FNE Formation, il y ait des fonds, même s'ils ont plutôt réduit à la cuisson ces derniers mois, et que les OPCO, ils commencent à le faire, développent aussi des modules de formation qui soient accessibles gratuitement, qu'il n'y ait pas de coût particulier, notamment sur tout ce qui est asynchrone. Anne-Juliette Lecourt. Alors, si, oui, ça y est. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, non, effectivement, il y a une question de réorientation des fonds et de renforcement des flux là où c'est le plus utile. Mais clairement, aujourd'hui, je parlais d'une planification plus forte. On pourrait aller du coup ce matin jusqu'à une GPEC de la nation qu'on n'a pas et qui se construit par pointillisme, mais qu'il faudrait consolider et pouvoir nourrir un dialogue prospectif et qui construirait un plan d'action qui se déclinerait jusque dans les territoires. C'est ce qu'appelle la CFDT. Mais clairement, il y a un sujet de tuyauterie aussi, c'est-à-dire qu'on défend l'assurance transition emploi, qui a tout son sens dans la transition écologique, puisqu'il va s'agir de former des nouveaux arrivants, des demandeurs d'emploi, mais beaucoup enrichir les compétences des salariés déjà en place. Et donc, il va falloir pouvoir mettre en synergie tous les dispositifs finalement qui existent pour permettre à la fois d'avoir à tous, peu importe son profil, un droit minimal, un socle minimal de droits, de l'information, de l'accompagnement, jusqu'à un remplacement de revenus lorsqu'il y a besoin, c'est-à-dire de ne pas passer par la case chômage et de ne pas passer par une étape sans revenus, sans indemnisation. Et donc, on défend pour cela l'assurance transition emploi.
Pour conclure, 30 secondes Madeleine Gilbert, 30 secondes Jean-Baptiste Léger. Allez-y. Très rapidement, par rapport à ça, je pense qu'il y a déjà une urgence par rapport au territoire et aux mutations des entreprises qui sont polluantes. On le voit, je ferai très court, Exxon. Et puis, à venir, les équipementiers automobiles qui envisagent la moitié des emplois qui doivent disparaître d'ici 5 ou 7 ans. Donc, c'est assez préoccupant et je pense que les pouvoirs publics doivent s'en préoccuper. Et puis, concernant le dialogue social, je pense qu'il a besoin d'un nouvel élan, un dialogue social, environnemental, un nouvel élan, peut-être avec une nouvelle négociation interpro pour trouver des montées légales et puis faire progresser tout le système. Voilà. Jean-Baptiste Léger. Oui, la transition écologique a un coût. Ce qui a un coût supérieur, c'est de ne rien faire. Donc ça, c'est clairement édicté. Une étude de France Stratégie qui est sortie ce matin, me semble-t-il, qui dit que 2/3 des frais ou de l'investissement dans la transition énergétique est non rentable. Le tiers qui reste, il y a un marché. Il faut continuer à donner de la visibilité à ce marché et les entreprises sont positionnées pour y répondre. Les 2/3, c'est une question collective. Et en tout cas, sur la nécessité de travailler ensemble, côté MEDEF, Patrick Martin a émis la volonté de discuter d'un diagnostic partagé sur les grands enjeux de transition écologique et des transformations du pays. Donc peut-être aussi l'occasion de se remettre autour de la table tous ensemble. Merci beaucoup, merci à tous les 7, merci à Jean-Marc Boulanger à distance, merci bien. Merci tout le monde. Et il est temps de conclure à présent et je vais demander à Ilham Allôme, présidente du réseau Emploi Compétences et directrice France People Development and Learning de L'Oréal, de bien vouloir clôturer cette matinée. Voilà, bonjour à tous, merci de votre participation ce matin et cet après-midi à cette conférence annuelle. Je salue aussi les personnes qui nous suivent à distance. Et je vais vous demander d'ailleurs, à cette occasion, de bien vouloir applaudir toute l'équipe qui a organisé cette conférence annuelle. Et je nomme donc l'équipe d'Hélène Garner, Eva Tranier, Marine Lecoeur, de pouvoir les applaudir justement sur l'organisation de cet événement. Merci pour eux. Merci pour eux. C'était d'autant plus important parce que, comme vous le savez, vous nous avez suivis et votre participation aujourd'hui en est la preuve. Nous avions planifié cette session donc, au printemps dernier. Nous avons réorganisé du coup cette conférence. C'était important pour nous, en tout cas, de pouvoir la maintenir. Et votre participation montre à quel point c'était nécessaire. Je remercie aussi tous les intervenants donc, des échanges, en tout cas, qui a eu lieu ce matin. Je voulais juste vous témoigner quelque chose parce que quelques mots comme ça sont arrivés et qui m'ont interpellée. La notion de dialogue, on l'a vu tout à l'heure, était éminente. Effectivement, il faut discuter sur les questions de transition écologique. Il faut aussi tester des choses, il faut agir. Ce que je peux vous témoigner, moi, en tant que directrice de la formation pour le groupe L'Oréal en France, à chaque fois que je suis amenée à prendre la parole sur ces sujets-là devant des étudiants, dans les écoles, dans les lycées, chacun me demande comment mon entreprise est exemplaire sur les questions de transition écologique. La transition écologique et la manière d'agir, en fait, ce n'est pas un coût, c'est un investissement, tout comme la formation. Il faut vraiment que dans notre grammaire, puisque c'était une des notions qui a été utilisée, il faut vraiment qu'on soit tous conscients de ça. Et c'est ce qui fait que, vous avez vu ce matin, il y a eu une présentation qui a été faite avec toute une dimension institutionnelle qui a été présentée. Cet après-midi, vous allez avoir 3 tables rondes où là, vous allez avoir des regards très concrets sur comment est-ce qu'on passe à l'action avec un regard niveau national et niveau local sur 3 secteurs bien spécifiques. Vous avez sur la rénovation donc, énergétique des bâtiments, sur l'économie circulaire et sur l'industrie. La table ronde sur l'industrie, j'aurai l'occasion de l'animer. Donc, restez avec nous cet après-midi. On va vous retrouver à 14h15 précisément. Donc, il y a des éléments en termes de logistique que je dois vous dire. 13h30, on a donc un accueil café pour vous accueillir. Et puis voilà, on va continuer à aller un cran plus loin et je l'espère inspirer le plus grand nombre pour pouvoir être acteur de cette transition et sur tout le territoire. Merci beaucoup.